Bonjour, bienvenue au musée Carnavalet. À l'origine de cette exposition, il y a bien sûr le désir de commémorer le tricentenaire de la Régence. La Régence, en fait, c'est un moment béni, en quelque sorte, du tout début du XVIIIe siècle, où on a l'impression que tout s'invente, que tout se crée. La Régence commence le 1er septembre 1715, à la mort de Louis XIV. La fin du règne de Louis XIV, on le sait, est une période assez difficile pour la France, puisqu'elle est traversée notamment de guerres, notamment la guerre de succession d'Espagne, entre 1701 et 1714, avec une PEM et une PEF fragile. Et le pouvoir, en fait, est confié à ce moment-là au neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans a un mandat court, et donc le régent a pour tâche, en quelque sorte, de restaurer la confiance du royaume, de restaurer les finances aussi, on va avec le système de l'As, et de restaurer la paix. Alors, l'exposition du musée s'organise en trois sections. La première section est une section plus politique. Pourquoi Louis XIV a-t-il voulu que le petit Louis XV revienne à Paris? Il y a une raison extérieure qui est que la famille royale a été décimée entre 1711 et 1714. Donc la première idée en quelque sorte de Louis XIV, c'était de permettre à Louis XV de se rendre dans un endroit réputé avec un air meilleur. L'exposition commence comme cela, et en invitant en quelque sorte à découvrir petit à petit à la fois la personnalité du régent et puis l'environnement parisien. Après un bref passage à Vincennes, Louis XV est transféré aux Tuileries, au Palais des Tuileries, où il arrive le 30 décembre 1715, et donc toute la cour se dissout à ce moment-là dans Paris. On construit beaucoup, Paris se développe vers l'ouest, du côté du faubourg Saint-Germain et du faubourg Saint-Honoré. En matière d'architecture, on construit beaucoup, mais il faut décorer ces nouveaux bâtiments que l'on construit. Et donc en matière d'art décoratif, c'est une période absolument extraordinaire, véritablement un âge d'or des arts décoratifs. On le voit dans l'exposition, dans la deuxième section, notamment dédiée aux arts décoratifs, avec des artisans, des artistes, j'allais dire, de premier plan, que l'on connaît, qui ont illustré aussi la fin du règne de Louis XIV, comme André-Charles Boulle. Et Boulle va livrer aussi pour les appartements du comte de Toulouse des objets de première importance. On montre dans l'exposition le superbe baromètre et thermomètre réalisé à cette époque-là. Et on va s'ouvrir donc sur un nouveau vocabulaire, un vocabulaire notamment végétal, vocabulaire de grotesque, vocabulaire de personnages aussi un peu fantastiques. On voit dans l'exposition une très belle console, par exemple, qui est typique de cette époque de la Régence, une console qui est très mouvementée, de forme très mouvementée, en bois doré, mais qui est ornée aussi de chimères et de monstres divers, notamment sur le piétement. Et puis c'est l'arrivée aussi sur la scène d'un artiste ébéniste, mais aussi architecte de premier plan, qui est Gilles-Marie Hoquenord, qui avec Cressan, qui est le grand ébéniste qui va en quelque sorte succéder à Boulle, c'est aussi, et c'est une chose qui est importante dans l'entourage du régent, c'est aussi les débuts de l'histoire de la porcelaine française, et notamment de l'histoire de la porcelaine parisienne. Puis Philippe d'Orléans, c'est en plus d'être un amoureux des sciences et des techniques, c'est aussi un artiste. Alors, il a été peintre et il réalise plusieurs peintures pour décorer ses appartements ou ses résidences secondaires. Il commande à la Manufacture des Gobelins en 1718 une tenture de 4 pièces de tapisserie réalisées d'après ses tableaux. Et puis Philippe d'Orléans était aussi musicien. Alors il joue de beaucoup d'instruments, mais il compose aussi. Et cela, c'est beaucoup plus rare à cette époque-là. Et il a composé notamment 2 opéras. La stature de mécène qu'il veut se donner, il va susciter une très grande effervescence sur la scène théâtrale et de l'opéra. Donc dans le monde du théâtre, Philippe d'Orléans va permettre le retour notamment du théâtre italien, de la comédie italienne, qui avait été exclue de Paris par Louis XIV en 1697. Philippe d'Orléans fait revenir la comédie italienne en 1716 à Paris même. C'est un geste qui montre aussi sa politique libérale. La Régence, c'est les débuts de Marivaux, notamment avec 3 pièces, Harlequin poli par l'amour, La double inconstance et la surprise de l'amour, montée au théâtre italien justement entre 1720 et 1723. C'est l'émergence aussi d'un jeune parlementaire bordelais connu dans le beau monde. Il appartient à une très bonne famille, mais qui en 1721 publie à titre anonyme et en Hollande, parce que l'ouvrage est censuré à Paris, un ouvrage qui sera extrêmement célèbre jusqu'à nos jours, ce sont les lettres persanes.
c'est les tout débuts de Chardin, c'est les débuts de Jean-Baptiste Oudry, c'est Antoine Watteau. Watteau, qui naît en 1684 à Valenciennes, il est reçu à l'Académie royale avec un tableau qui fait date, puisqu'il s'agit du pèlerinage à l'île de Cythère, mais Watteau qui invente à l'époque un nouveau genre, celui qu'on a appelé le genre des fêtes galantes. Et Philippe d'Orléans fait venir des artistes italiens à ce moment-là, de premier plan, Sebastiano Ricci, qui est vraiment l'artiste européen peut-être le plus connu de l'époque, qui arrive en 1716, et puis ces deux autres artistes qui vont véritablement révolutionner le monde de la peinture à cette époque-là. C'est Rosalba Carriera, qui est une portraitiste, la star des portraitistes de l'Europe. Et dans l'entourage même de Rosalba, qui arrive en 1720 et qui reste plusieurs mois à Paris, il y a son frère, Gian Antonio Pellegrini. Pellegrini, qui est un artiste beaucoup plus jeune que Ricci, mais qui est vraiment un des grands peintres décorateurs de Venise, de la tradition vénitienne, peintre de des grands décors plafonnants. C'est la fin de la Régence avec ce feu d'artifice artistique, littéraire. J'aurais pu citer aussi d'autres écrivains de l'époque, le jeune Voltaire qui fait ses débuts très renaud à cette époque-là, en 1722, lorsque le jeune roi Louis XV d'abord décide de retourner à Versailles. En juin 1722, en octobre de la même année, Louis XV est couronné à Reims. En février de l'année suivante, 1723, donc c'est la date officielle de fin de la Régence, puisque le roi est confirmé, la majorité du roi est confirmée au Parlement de Paris. Donc Philippe d'Orléans n'est plus régent à ce moment-là. Son devoir est accompli avec la plus grande loyauté, et c'est jusqu'à la mort de Philippe d'Orléans lui-même, le 3 décembre 1723, d'épuisement. Sans doute, il s'était entièrement consacré au pouvoir pendant 7 ans, et puis aussi peut-être dû aux excès de cet homme dont on sait qu'il était aussi un bon vivant.